Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour suivre dans un instant le débat qui s'est tenu hier à la Chambre haute à la suite du Conseil européen des 13 et 14 décembre dernier. Un sommet marqué bien sûr par le contexte du Brexit. Alors que le spectre du No Deal se rapproche chaque jour, la semaine dernière, les États européens ont d'ailleurs débattu de leur état de préparation à un scénario sans accord. La France a d'ailleurs adopté un projet de loi Brexit qui la prépare à légiférer par ordonnance sur plusieurs points. La situation des Français installés au Royaume-Uni et des Britanniques installés en France, la gestion des flux de personnes et de marchandises et l'aménagement en urgence des lignes ferroviaires, des ports et des aéroports français. Autre sujet ayant marqué ce débat, la fameuse barre des 3% de déficit fixée par le traité de Maastricht, une limite qui va être dépassée par la France après les annonces sociales d'Emmanuel Macron concédées face à la mobilisation des Gilets jaunes. Retour donc au débat dans l'hémicycle. L'ordre du jour appelle donc le débat à la suite de la réunion du Conseil européen des 13 et 14 décembre. Nous allons procéder au débat sous la forme d'une série de questions-réponses et nous anticiperons toujours le débat qui aura lieu chez nos collègues de la Chambre des communes et la Chambre des lords, il me semble, dans les jours qui viennent, d'une manière assez significative. Je vais donner la parole à Madame la Ministre auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, en charge des affaires européennes, Madame Nathalie Loiseau, et vous avez 10 minutes, Madame la Ministre. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Cambon, Monsieur le Président Bizet, Monsieur le Vice-président Husson, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je suis devant vous à l'occasion du débat qui suit le Conseil européen des 13 et 14 décembre. Ce Conseil européen s'est ouvert par une minute de silence pour marquer avec gravité la solidarité et la détermination de l'ensemble de l'Union européenne après l'attaque terroriste commise à Strasbourg lundi dernier et qui a coûté la vie, vous le savez, à 5 personnes. Son ordre du jour était chargé puisque la session classique du Conseil européen se sont ajoutées d'abord, comme nous le souhaitions, un sommet de la zone euro, puis une réunion en format article 50 sur le Brexit. Le point le plus attendu était naturellement le Brexit. Madame May a d'abord fait le point sur les difficultés qu'elle rencontre dans le processus de ratification de l'accord de retrait du Royaume-Uni. Elle a souligné que de très nombreux députés marquaient leurs réserves face au filet de sécurité prévu pour traiter de la question irlandaise et sur le risque qu'il ne soit pas limité dans le temps. Je voudrais rappeler que ce dispositif, tel qu'il figure dans l'accord de retrait, correspond à une proposition britannique. Il prévoit un maintien dans l'union douanière de tout le territoire britannique et un alignement spécifique de l'Irlande du Nord sur le marché unique au cas où aucun accord sur la relation future ne serait intervenu à la fin de la période de transition. Tout en ayant sans doute conscience qu'il était impossible politiquement et techniquement de rouvrir l'accord de retrait, Madame May cherchait des garanties ou des assurances à la fois politiques mais aussi juridiques, notamment sur la durée du backstop. Les échanges entre les États membres et les conclusions adoptées ont à nouveau témoigné de la très grande unité des 27. Le Conseil européen a rappelé que l'accord de retrait agréé par le gouvernement britannique comme par les 27 était le seul accord possible et ne pouvait être renégocié. Par ailleurs, un filet de sécurité est une solution de dernier recours, indispensable pour éviter de réintroduire une frontière classique entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Dans le souci d'apporter une réponse politique aux inquiétudes exprimées par Madame May, le Conseil européen a rappelé dans ses conclusions ce que prévoit l'accord de retrait. Ce filet de sécurité ne serait activé que s'il n'y avait pas d'autre solution après la fin de la période de transition et serait temporaire par nature, puisqu'il cesserait d'exister lorsque l'Union et le Royaume-Uni auraient conclu un nouvel accord pour leurs relations futures. Je voudrais ajouter que ces derniers développements, tout comme les incertitudes sur la suite de la procédure britannique, renforcent encore notre détermination à accélérer notre travail de préparation des mesures de contingence à prendre en cas d'absence d'accord, au niveau européen comme au niveau national. C'est ce que demande le Conseil européen et j'espère que la commission mixte paritaire qui se réunit demain sur le projet de loi d'habilitation que j'ai eu l'honneur de présenter devant les deux chambres sera conclusive.
Nous pourrons ainsi, dès janvier, commencer à adopter les ordonnances nécessaires pour atténuer les effets d'un Brexit sans accord sur notre économie, comme sur la situation de nos ressortissants qui reviendraient du Royaume-Uni et des ressortissants britanniques en France, et mener à bien les contrôles nécessaires à nos frontières sans porter atteinte à la fluidité du trafic transmanche. L'autre grand rendez-vous était le déjeuner de travail vendredi en format zone euro dit inclusif, c'est-à-dire à 27. Ce sommet revêtait une importance particulière pour la France, car notre objectif était, je le rappelle, que le Conseil européen prenne des décisions concrètes sur l'union bancaire, la réforme du mécanisme européen de stabilité, ainsi que le budget pour la zone euro, sur lesquels des progrès importants ont été réalisés au cours des dernières semaines. C'est ce que nous avons obtenu. Tout d'abord, les chefs d'État et de gouvernement ont endossé l'accord trouvé au sein de l'Eurogroupe le 3 décembre dernier sur les modalités de mise en œuvre du filet de sécurité, du fonds de résolution unique, ainsi que sur le renforcement du mécanisme européen de stabilité, en assurant notamment une efficacité accrue des lignes de crédit de précaution dont il dispose. C'est une première satisfaction. La seconde concerne la question qui nous est chère du budget de la zone euro. Les chefs d'État et de gouvernement ont pris la décision politique de créer un tel budget et ont donné un mandat clair à l'Eurogroupe de rendre opérationnel cet instrument de convergence et de compétitivité pour la zone euro. La taille de cet instrument budgétaire sera déterminée dans le contexte des discussions sur le prochain cadre financier pluriannuel. Les paramètres de ce budget doivent être fixés d'ici au mois de juin 2019. C'est une étape majeure de franchie grâce à une impulsion commune franco-allemande. Naturellement, il reste beaucoup de travail devant nous et comme l'a dit le président de la République, nous allons continuer à nous mobiliser pour doter à terme ce budget de la fonction de stabilisation qui continue à nous paraître indispensable. J'en viens maintenant aux principaux sujets traités lors du Conseil européen à proprement parler. Les chefs d'État et de gouvernement ont tout d'abord échangé longuement sur la substance et le calendrier des négociations du prochain cadre financier pluriannuel. Si les discussions ont avancé à un rythme soutenu sous présidence autrichienne, la perspective d'un accord avant les élections européennes est dorénavant écartée, comme le privilégiait la France, les chefs d'État et de gouvernement appelant à y parvenir à l'automne 2019. Sur le fond, les débats ont été nourris, chaque État souhaitant affirmer ses priorités. Le président de la République a rappelé que nous souhaitions que le prochain CFP apporte une réponse à la hauteur des nouveaux enjeux auxquels l'Union doit faire face, tels que la protection des frontières, l'émigration et la défense, mais aussi qu'il porte une ambition supplémentaire pour la jeunesse, la recherche et l'innovation. Pour autant, de telles priorités ne doivent pas porter atteinte aux politiques traditionnelles et en particulier à la politique agricole commune. Vous savez à quel point nous défendons la PAC avec détermination. 21 États ont appelé au maintien de ces moyens. Le président de la République a aussi insisté sur la création de nouvelles ressources propres et sur la suppression des rabais dès 2021. Enfin, la France souhaite que la solidarité soit mise au cœur de ce budget commun et demande que des incitations à la convergence y soient introduites. Des conditionnalités liées au respect de l'état de droit, comme le propose la Commission, nous semblent ainsi pleinement nécessaires, mais cette solidarité devrait également aller de pair avec une convergence sur le volet fiscal et le volet social. Les chefs d'État et de gouvernement ont ensuite fait un point d'étape sur les travaux en cours pour améliorer le fonctionnement du marché unique. Le Conseil européen a adopté une approche pragmatique, centrée sur les besoins réels des entreprises et des consommateurs, y compris s'agissant des services. La France a défendu le renforcement de la lutte contre la fraude dans l'industrie alimentaire et a annoncé des propositions pour une force européenne d'enquête et de contrôle dans ce domaine. Nous ne pouvons plus accepter que ces scandales surviennent périodiquement et minent la confiance des Européens dans la capacité de l'Union à prévenir ce type de dérive. Dans la continuité des échanges du Conseil de juin dernier, les chefs d'État et de gouvernement ont poursuivi les discussions sur les enjeux migratoires.
Des projets inégaux ont été enregistrés dans les négociations sous présidence autrichienne, celle-ci s'étant concentrée sur la dimension extérieure. 5 textes sont quasiment finalisés: Eurodac, accueil, qualification, réinstallation et EASO. Et pardon de le dire ainsi, Vienne et quelques autres ont montré peu de volonté de progresser dans la réforme du régime de Dublin. Nous avons obtenu, avec l'Italie, Chypre, Malte, la Grèce, l'Espagne, mais aussi la Suède, la Pologne et la Bulgarie, que le Conseil européen maintienne la pression pour l'adoption de la réforme de Dublin dans un ensemble cohérent et complet avec les 5 textes que j'ai cités, le règlement de procédure et la directive retour. Tous les paramètres d'un compromis sur Dublin sont sur la table, sur la base notamment d'idées franco-allemandes. C'est désormais une question de volonté politique. Chacun doit prendre ses responsabilités. Concernant le contrôle de nos frontières extérieures et notamment le renforcement de Frontex, la Commission a renouvelé sa proposition de renforcer l'agence en étoffant son mandat en matière de retour et en portant ses effectifs à 10 000 hommes dès 2020. Cette proposition se heurte à la contestation de certains États membres, mais il est indispensable que nous nous montrions suffisamment ambitieux. Vous savez par ailleurs que les travaux se poursuivent pour améliorer la coopération avec les pays d'origine et de transit et trouver une solution européenne durable, efficace et respectueuse du droit international pour la gestion des débarquements des migrants sauvés en mer autour de centres contrôlés sur le territoire européen. Le Conseil européen a permis d'évoquer par ailleurs de nombreux sujets dont il a voulu marquer l'importance politique. En matière de défense, le Conseil européen a souligné à notre demande les progrès réalisés sur la coopération structurée permanente, qui compte désormais plus de 30 projets concrets, ou le programme européen de développement de l'industrie de défense, qui débutera dans quelques semaines et préfigurera le Fonds européen de défense, qui sera mis en place en 2021. Je souligne que les conclusions rappellent l'importance du concept d'autonomie stratégique de l'Union, ce qui est fondamental. À quelques mois des élections européennes, le Conseil a endossé le plan d'action présenté par la Commission européenne le 5 décembre sur la lutte contre la désinformation, qui prévoit la création d'un système d'alerte rapide entre les institutions et les États membres. Un point d'étape des travaux sera fait au Conseil européen de mars. Sous l'impulsion de la présidence autrichienne, le Conseil européen a à juste titre rappelé sa détermination à lutter contre le racisme et la xénophobie. Alors que la COP24 se terminait à Katowice en Pologne, les dirigeants européens ont rappelé leur engagement à mettre en œuvre l'accord de Paris et se sont fixés comme objectif de déterminer les grandes priorités nécessaires dès 2019 afin que l'Union puisse préciser sa stratégie de long terme dès 2020. S'agissant des relations extérieures, le Conseil européen s'est prononcé à l'unanimité sur le renouvellement des sanctions sectorielles européennes à l'encontre de la Russie. Les membres du Conseil européen ont également exprimé leur vive préoccupation quant aux incidents maritimes graves survenus le 25 novembre en mer d'Azov et demandé à la Russie de libérer immédiatement les marins ukrainiens détenus, rendre leurs navires et assurer la libre circulation dans le détroit de Kertch. Le Conseil européen envisage un soutien additionnel de l'Union européenne aux régions ukrainiennes les plus affectées. Enfin, le Conseil européen a salué les consultations citoyennes sur l'Europe, souligné leur caractère inédit et relevé les attentes et les préoccupations exprimées par les citoyens européens. L'ensemble des résultats obtenus dans les États membres et les synthèses nationales et européennes vont maintenant nourrir les travaux sur la refondation de l'Europe que les chefs d'État et de gouvernement reprendront lors du sommet informel prévu à Sibiu, en Roumanie, le 9 mai prochain. Je rappelle qu'en France, 1082 consultations citoyennes se sont tenues et que leurs résultats sont disponibles en ligne sur le site quelleestvotreurope.fr. Je voudrais conclure en soulignant que, comme le président de la République l'a dit vendredi à Bruxelles, c'est justement par des réponses concrètes et par des réformes, en France comme en Europe, que nous répondrons aux attentes de nos concitoyens et que nous leur donnerons l'occasion de se réconcilier avec la construction européenne. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Je vais donner la parole au président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées,
Monsieur Christian Cambon. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame la Ministre, cher Président Bizet, chers collègues, dans la période de grande incertitude que vit l'Union, ces derniers mois ont au moins montré que les 27 savaient rester unis. Cette unité doit du reste beaucoup à Michel Barnier, qui a su par sa ténacité, par ses compétences, obtenir ce résultat, et je souhaite ici lui rendre un hommage appuyé. C'est du reste peut-être le seul point positif depuis le vote britannique de juin 2016, qui reste à nos yeux une véritable opération de suicide collectif, une tragédie, comme l'a dit le président Juncker. Un accord pour une sortie ordonnée a donc été signé entre le Royaume-Uni et l'Union européenne le 25 novembre dernier, assorti d'une déclaration politique. Que les choses soient claires, il s'agit de limiter les dégâts du Brexit, qui ne fera de toute façon que des perdants. Cet accord est le seul accord raisonnable possible. Les dirigeants européens ont eu raison de le rappeler. Il ménage une clause de sauvegarde sur la question si cruciale de la frontière irlandaise et préserve les intérêts essentiels de l'Union. Notre commission des affaires étrangères avait déploré dès mai 2016 que la campagne référendaire au Royaume-Uni sur la sortie de l'Union ait laissé dans l'ombre de très nombreux sujets. Qui parlait à l'époque de l'Irlande du Nord? Qui avait eu le courage de dire au peuple britannique que le Brexit aurait un coût, un contre-exemple à méditer au rebours de l'éthique de responsabilité qui devrait animer tous les dirigeants publics. Dès lors, il n'est pas étonnant dans ce contexte que le parcours de combattant de la Première ministre, Madame May, prise entre les feux croisés des hard Brexiteurs et des pro-Union européenne, soit loin d'être terminé. L'échec du vote de défiance, suscité par l'aile droite de son parti, ne saurait cacher qu'elle a perdu le soutien de plus du tiers des députés conservateurs. On voit moins que jamais, alors qu'il est, sur quelle majorité Theresa May pourrait s'appuyer pour faire voter l'accord sur le Brexit par le Parlement britannique. Tout se décidera au dernier moment puisqu'aucun vote n'aura lieu avant janvier. Comme le groupe Brexit du Sénat le fait depuis 2 ans sous la présidence de Jean Bizet, et je l'accompagne dans ce travail, nous n'avons cessé d'alerter à nouveau le Sénat, le gouvernement et les entreprises sur les possibilités d'une sortie sans accord. Et cette sortie sans accord doit être préparée avec la plus extrême urgence. Aujourd'hui, tout est possible, y compris un nouveau référendum, des élections générales en Grande-Bretagne, un report de l'échéance du 29 mars, une absence de sortie de l'Union européenne. Une décision de la Cour de justice de l'Union européenne sur l'article 50 a en effet confirmé la possibilité de révocation unilatérale par le Royaume-Uni, possibilité qui reste quand même très théorique. Un divorce non ordonné et sans phase de transition reviendrait à effacer d'un trait, en une nuit, 45 ans d'acquis européens et entraînerait une forte instabilité économique, non seulement pour la Grande-Bretagne, mais pour l'Europe tout entière. Alors que la situation économique de la France est déjà bien préoccupante, le Brexit fait peser un risque supplémentaire sérieux sur la croissance. Si l'accord du 25 novembre n'est pas ratifié, imagine-t-on l'impact, par exemple, pour les transports aériens, maritimes, ferroviaires et routiers, d'un contrôle sur les marchandises et sur les passagers? Les ports français seraient en première ligne. Les investissements à réaliser représentent, par exemple, 25 millions d'euros pour le seul port de Dunkerque. Le ministère britannique des Transports estime, d'après la presse britannique, que l'axe Douvres-Calais pourrait fonctionner à seulement 13% de ses capacités pendant les 6 premiers mois qui suivraient le Brexit. Notre autre préoccupation majeure, ce sont les droits des citoyens. L'accord apporte un certain nombre de garanties qui seraient remises en cause en cas d'absence d'accord. Le projet de loi habilitant le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures de préparation au Brexit doit être examiné demain matin en commission mixte paritaire. Nous sommes en principe défavorables aux ordonnances, mais le Sénat a voté en responsabilité ce texte, car l'urgence ne fait aucun doute. Le groupe de suivi sera vigilant sur les mesures de préparation qui seront prises par le gouvernement. Nous veillerons également, en cas de non-accord,
à l'instauration par le Royaume-Uni de mesures réciproques en faveur de nos compatriotes et de nos entreprises outre-Manche. Si le Brexit est un non-sens économique, je souhaiterais redire ici que c'est aussi un non-sens stratégique. L'Europe a besoin du Royaume-Uni pour sa défense et réciproquement. Le Royaume-Uni est le seul pays du continent à partager notre vision stratégique et notre culture opérationnelle. Un partenariat de sécurité et de défense est dès lors indispensable. Le Conseil européen a salué les avancées dans le domaine de la sécurité et de la défense, notamment la mise en place de la coopération structurée permanente, l'amélioration de la mobilité militaire, la mise en place du programme de développement industriel de défense et les négociations sur le Fonds européen de défense. Et si le Royaume-Uni participe à l'initiative européenne d'intervention, l'IEI, il devra pouvoir contribuer aussi à d'autres projets européens, tels que la coopération structurée permanente ou le Fonds européen de défense, selon un cadre à déterminer. Le Brexit doit nous inviter à davantage de souplesse dans ces coopérations. Puisque vous l'avez évoqué, Madame la Ministre, je souhaiterais dire aussi un mot de la situation en Ukraine. Le 25 novembre dernier, un grave incident a opposé les gardes-côtes russes à la marine ukrainienne. Depuis l'annexion de la Crimée en 2014, la Russie tente à exercer un contrôle de plus en plus étroit de la région de la mer d'Azov et au-delà de la mer Noire. Cette situation, et vous l'avez dit vous-même, cette situation nous préoccupe et nous avons récemment entendu l'ambassadeur d'Ukraine à ce sujet en commission des affaires étrangères, et de la même manière que nous entretenons un dialogue soutenu et ferme avec nos amis russes. Les dirigeants européens ont réaffirmé leur soutien à la souveraineté de l'Ukraine et proposé une aide financière. Vous avez évoqué ce point, mais vous nous direz quels sont les résultats des recommandations qu'a formulées le Conseil européen. La désescalade doit en effet être prioritaire. Au-delà, il est aussi nécessaire d'obtenir des avancées supplémentaires dans l'application par les deux parties des accords de Minsk, seule porte de sortie politique à cette crise. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. La parole est maintenant à notre collègue Jean-François Husson, vice-président de la Commission des finances. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les Présidents des Commissions des Affaires étrangères et européennes, mes chers collègues. Ce dernier Conseil européen de l'année 2018 était très attendu. Outre la réforme de la zone euro, les difficultés de politique intérieure au Royaume-Uni, mais aussi en France, ont été au cœur des échanges entre les États membres. Le Brexit s'est ainsi invité à l'ordre du jour pour tenter d'apaiser les craintes des parlementaires britanniques au sujet de l'accord de retrait. Plusieurs des points évoqués au cours de ce Conseil européen intéressent particulièrement notre Commission des finances. Premièrement, concernant le Brexit, les 27 États membres de l'Union européenne ont une nouvelle fois fait preuve d'unité face aux vicissitudes des négociations. Alors que la Première ministre britannique Theresa May espérait gagner des marges de manœuvre concernant l'accord de retrait et plus précisément au sujet du filet de sécurité de la frontière irlandaise, le fameux backstop, elle n'a obtenu qu'un soutien poli des États membres. Seule sortie de crise à l'horizon, ce filet de sécurité consiste à maintenir le Royaume-Uni dans l'union douanière afin de conserver la réglementation sur la libre circulation des biens pour éviter le retour d'une frontière physique entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Les 27 États membres ont rappelé, sans modifier l'accord, qu'il ne s'agissait que d'une solution de dernier recours si aucun accord commercial n'était trouvé avant la fin de la période de transition. Deuxièmement, le sommet de la zone euro a permis d'examiner les conclusions de l'Eurogroupe sur la réforme de celle-ci. Si des progrès peuvent être soulignés, force est de constater que les propositions sont moins ambitieuses que le projet initialement porté par le président de la République, Emmanuel Macron. L'Eurogroupe a été mandaté en juin dernier pour élaborer un rapport sur l'approfondissement de l'union économique et monétaire à la suite des propositions présentées par la Commission européenne en décembre 2017. Dans cette perspective, le sommet de la zone euro a permis d'entériner la mise en place d'un filet de sécurité du Fonds de résolution unique assuré par le mécanisme européen de stabilité.
Ce dernier verra ses compétences élargies et devrait constituer un prêteur en dernier ressort pour les banques. Les contours de sa coopération avec la Commission européenne ont été établis. Le duo Commission européenne, mécanisme européen de stabilité devrait ainsi permettre de sécuriser le système bancaire au sein de la zone. Les prêts du mécanisme européen de stabilité pourraient être disponibles dès 2020 s'il apparaît que le risque de faillite bancaire est suffisamment réduit au sein de la zone euro. Cet accord constitue indéniablement une avancée, près de 10 ans après la crise financière mondiale de 2008. Toutefois, les principaux éléments de divergence sur l'avenir de la zone euro n'ont toujours pas été tranchés. D'une part, le système européen de garantie des dépôts a été renvoyé aux calendes grecques. D'autre part, la question d'un budget de la zone euro, défendu depuis 18 mois par la France, n'a pas trouvé une réponse à la hauteur des ambitions initiales. En effet, cet instrument budgétaire qu'on prend soin de ne pas nommer budget serait intégré au budget de l'Union européenne. Sa vocation même a été minorée. Il devrait permettre la convergence de nos économies et non assurer une fonction de stabilisation de celles-ci et entre elles. Cet accord reste très éloigné de la refondation annoncée par le président de la République en septembre 2017. En réalité, il révèle en creux le mur auquel la France est confrontée pour convaincre ses partenaires européens de la nécessité d'un projet européen ambitieux. À la résistance des États dits de la Ligue hanséatique s'ajoute la question de la crédibilité de la France face à ses partenaires de la zone euro, notamment en matière de respect des règles budgétaires. Lors de l'audition la semaine dernière de M. Moscovici par nos commissions des finances et des affaires européennes, il avait semblé que la Commission européenne pourrait accepter de faire preuve de souplesse au regard du risque, pour la France, d'atteindre les 3,5% déficit public l'an prochain. Cette tolérance est d'autant plus difficile à comprendre pour nos partenaires de la zone euro que le déficit public ne s'y élève en moyenne qu'à 1% du PIB. Mes chers collègues, dans cette perspective, je vois donc mal comment la France pourra à l'avenir défendre un véritable budget de la zone euro alors qu'elle reste en queue du peloton. Enfin, troisièmement, le prochain cadre financier pluriannuel de l'Union européenne a été abordé lors du Conseil européen. Un consensus visant à attendre l'automne prochain pour obtenir un accord se dessine. Initialement, la Commission européenne souhaitait que les États membres s'accordent sur un cadre financier pluriannuel pour les années 2021-2027 avant les élections européennes. Ce calendrier se heurtait en fait à une question démocratique puisque les députés nouvellement élus n'auraient pas pu se prononcer sur les orientations budgétaires de l'Union européenne. L'horizon de l'automne 2019 semble donc mieux approprié, tant en raison des faibles progrès des négociations que de la question du mandat des futurs députés européens. Néanmoins, il n'est pas souhaitable qu'un accord sur le prochain cadre financier pluriannuel intervienne au-delà de cette date. En effet, un accord conclu ultérieurement se traduirait par un démarrage tardif des programmes de financement européens, un retard qui pénaliserait les porteurs de projets locaux qui bénéficient de la politique de cohésion européenne. Alors, à 6 mois des prochaines élections européennes, il me paraît important de rappeler que les citoyens européens demandent des preuves concrètes de l'efficacité et de la valeur ajoutée de l'Union européenne, et ce, au plus près de leur vie quotidienne. Par ailleurs, le sort du budget de la zone euro étant désormais lié à celui du cadre financier pluriannuel, il serait préférable que les négociations ne prennent pas davantage de retard afin de concrétiser rapidement l'accord conclu la semaine dernière. Je terminerai en soulignant que la taxe sur les services numériques n'avait pas été retenue par la Commission européenne en mai dernier pour figurer parmi les nouvelles mesures et ressources du budget européen. En tout état de cause, la concession de la France envers l'Allemagne pour limiter l'assiette de cette future taxe aux recettes publicitaires réduit largement l'ampleur de cette éventuelle et hypothétique recette. Alors,
au-delà même de la question de la taxation des GAFA, c'est bien celle de la justice fiscale en Europe qui préoccupe nos concitoyens, les citoyens européens. Et en dépit des discours de bonne volonté, les avancées en la matière restent bloquées par la règle de l'unanimité fiscale. Il nous faut donc désormais conjuguer nos efforts pour modifier cette règle dont nous percevons clairement les limites aujourd'hui. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. La parole est maintenant au Président de la Commission des Affaires européennes, Monsieur Jean Bizet. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Le Conseil européen des 13 et 14 décembre a d'abord été l'occasion d'un nouvel examen du Brexit. Nous saluons à cette occasion le travail considérable du négociateur en chef de l'Union, Michel Barnier, tant pour avoir su avec beaucoup de talent maintenir l'unité des 27, mais surtout nous avoir fait prendre conscience à chaque État membre que nous étions copropriétaires du premier marché économique mondial. Ce n'était pas aussi évident il y a encore quelque temps. Ces efforts ont permis la conclusion d'un accord de retrait et la mise au point d'une déclaration politique sur le cadre des relations futures. Or, l'absence de majorité à ce stade au Parlement britannique pour voter l'accord de retrait rend la situation particulièrement complexe et incertaine. Mais peut-on envisager de renégocier un accord qui a déjà été si difficile à mettre au point? À l'évidence, la réponse est non. C'est donc fort logiquement que le Conseil européen a réaffirmé que l'accord ne peut être renégocié. Est-il possible de donner de nouvelles assurances sans modifier l'équilibre fragile auquel les négociateurs sont parvenus? Bien sûr que oui. C'est ce qu'a fait le Conseil dans ses conclusions. Il réaffirme sa volonté d'un partenariat aussi étroit que possible. Les négociations pourraient débuter très vite après le retrait du Royaume-Uni. Surtout, il se dit déterminé à trouver d'autres arrangements d'ici la fin de la période de transition, donc d'ici le 31 décembre 2020. Tout cela afin que la solution de dernier recours, le fameux backstop, destiné à empêcher la mise en place d'une frontière physique en Irlande, n'ait pas à être activée. Je tiens à le rappeler, si vous voulez, parce qu'on aurait tendance là aussi à l'oublier, que le fameux accord du Vendredi Saint qui a supprimé la frontière physique et qui a rétabli la paix sur l'île, l'Union européenne n'y a pas été particulièrement étrangère, elle était en coulisses, elle y a consacré beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent. Là encore, l'Union européenne est un facteur de paix. Le Conseil européen souligne aussi que même si ce backstop devrait être mis en œuvre, ce serait de manière temporaire tant qu'il n'aurait pas été remplacé par un accord ultérieur. Tout ceci va bien sûr dans le bon sens. Il s'agit de rassurer sur les intentions de l'Union européenne sans revenir sur le contenu d'une négociation qui a été si longue et si difficile. Mais au regard du débat au Royaume-Uni, on peut douter que ce sera suffisant pour désarmer les opposants qui semblent déterminés à engager leur pays dans une voie inconnue et périlleuse. C'est pourquoi il est plus nécessaire que jamais que l'Union européenne et ses États membres se préparent à toutes les hypothèses, en intégrant tout particulièrement celle de l'absence d'accord. Pour ce qui concerne notre pays, le Sénat a pris ses responsabilités en votant le projet de loi d'habilitation. C'était le 6 novembre dernier. Nous souhaitons que ce texte permette au gouvernement d'agir vite, mais dans un cadre précisément défini. Nous en débattrons demain en commission mixte paritaire avec nos collègues députés. Et je suis plutôt confiant que nous trouverons précisément une CMP particulièrement conclusive, tout simplement parce qu'il en va de l'avenir de nos territoires et de l'avenir de nos entreprises, ne l'oublions pas. Concernant le prochain cadre financier pluriannuel, le Conseil européen a pris acte des progrès réalisés dans la négociation. Il a fixé l'automne 2019 comme échéance pour un accord entre les chefs d'État et de gouvernement. Nous souhaitons que les nouvelles priorités soient prises en compte, à savoir l'innovation, la défense, l'immigration et la jeunesse. Mais je veux redire fermement que la politique agricole commune
et la politique de cohésion ne peuvent servir de variable d'ajustement. En ces temps troublés, elles expriment l'indispensable solidarité à l'égard des territoires. La PAC est aussi un outil indispensable pour assurer la souveraineté et la sécurité alimentaire de l'Union. On le dit souvent, c'est un sujet auquel nous sommes extrêmement attachés au niveau du Sénat. C'est une politique ancienne, certes, mais c'est une politique qui reste d'une pertinente actualité. Et je suis persuadé qu'en alter ego avec l'autorité de la concurrence, nous pourrons faire, au niveau de la Commission des affaires européennes et des affaires économiques, des propositions pratiquement en janvier pertinentes sur ce point. Mais ne nous cachons pas la vérité, nous ne pourrons affirmer une véritable ambition européenne sur un budget aussi faible. Les États membres doivent lever leurs réserves à l'adoption de nouvelles ressources propres pour le budget européen. Ce serait tout simplement en revenir aux principes fixés dans les traités qu'ils ont signés et ratifiés. Sur l'immigration, nous prenons acte des progrès réalisés sur le rôle de Frontex et la sécurité des frontières extérieures. Nous relevons aussi le renforcement de l'action extérieure. Le nombre de franchissements illégaux est revenu à son niveau d'avant la crise, c'est très positif, mais il reste encore beaucoup à faire pour que l'Union parvienne enfin à une véritable maîtrise des flux migratoires. À cet égard, nous regrettons l'absence de résultats sur la dimension interne autour d'un paquet de 7 textes, dont la réforme du règlement dit Dublin constitue, cette réforme, pourtant, l'élément central. Je regrette aussi que la présidence autrichienne n'ait pas réalisé une coordination entre États membres sur le pacte de l'ONU sur les migrations qui suscite inquiétude et controverse. Je dirais un débat au Parlement aurait permis de lever tout cela. Permettez-moi aussi de me féliciter de l'engagement du Conseil européen sur le marché unique. C'est la grande réalisation de la construction européenne. Son intégrité doit être défendue. Nous l'avons dit au Sénat avec le Brexit. Ce marché unique doit aussi être approfondi. En outre, il doit porter la transformation numérique et relever le défi de l'intelligence artificielle. Je dois dire sur ce point précis le fossé qu'il y a entre l'Union européenne et des États tels que les États-Unis ou la Chine, quand, avec beaucoup d'efforts, que ce soit la France et l'Allemagne, nous réunissons péniblement à collecter 1,5 milliard par an sur ce point, nos amis américains ou nos amis chinois, eux, font appel à des fonds privés et ils réussissent à mobiliser entre 20 et 30 milliards de dollars par an. Vous voyez le différentiel qu'il y a entre nous, et Dieu sait si cette action, si cette orientation est majeure. Enfin, le sommet de la zone euro a permis d'acter certains progrès, en particulier la mise en place d'un filet de sécurité commun du fonds de résolution unique. L'Eurogroupe sera appelé à travailler un instrument budgétaire de convergence et de compétitivité. Je vous en reparlerai tout à l'heure, Madame la Ministre. Je relève que cet instrument fera partie du budget de l'Union. Sa taille sera déterminée dans le cadre du prochain cadre financier pluriannuel et ses caractéristiques, j'en suis ravi, seront arrêtées en juin 2019. Il nous tarde d'en voir, si je puis dire, l'architecture. C'est donc au vu de ce qui sera proposé à cette date que l'on pourra avoir une appréciation plus précise sur la portée réelle que pourra avoir ce nouvel instrument. Je vous remercie. La parole est maintenant à notre collègue Pierre Laurent pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste. Vous avez la parole. Oui, Madame la Ministre, les choix budgétaires de notre gouvernement sont aujourd'hui lourdement mis en cause par les Gilets jaunes et de très nombreuses mobilisations sociales. Et pour y répondre de manière pourtant notoirement insuffisante, le gouvernement vient de sortir des clous des 3% de déficit. Pourtant, au même moment et en catimini, le Parlement européen est poussé à inscrire définitivement dans le droit européen les règles draconiennes d'austérité de mise sous contrôle des budgets appelées TSCG, le fameux traité budgétaire négocié à l'époque par Nicolas Sarkozy et Angela Merkel, ce traité que François Hollande avait promis de renégocier, ce qu'il n'a jamais fait. Ce traité budgétaire reste un des marqueurs essentiels des politiques d'austérité. Elle frappe durement le pouvoir d'achat et les services publics. Et il ne fait pourtant toujours pas partie du droit, du corpus juridique européen. C'est un traité intergouvernemental. Et Nicolas Sarkozy et Angela Merkel avaient choisi cette voie d'ailleurs à l'époque pour éviter d'avoir à affronter l'unanimité européenne
ou la ratification par le Parlement ou les Français. Ceux qui veulent graver dans le marbre le TSCG, dans le marbre du droit européen, cherchent à rendre cette austérité devenue insupportable, comme on le voit chez nous en ce moment, automatique, en écartant même la possibilité d'une négociation politique budgétaire entre la Commission et un pays auquel nous venons pourtant nous-mêmes d'avoir recours. Le problème est tellement sensible que la Commission économie du Parlement européen, qui devait transcrire cela avant le 31 décembre, vient de bloquer le projet par 25 voix contre 25 et qu'une motion de rejet a partagé elle aussi à égalité parfaite la même commission, ce qui vaut là encore blocage. Que compte faire le gouvernement dans cette situation? Est-ce qu'il n'y a pas là une opportunité unique pour réouvrir le débat, redéfinir les règles, les suspendre, les renégocier, voire les abandonner? Ou est-ce que vous allez jouer les jusque-boutistes en poussant, au détriment de nos propres besoins nationaux, à l'application de ces règles, alors que nous pourrions en saisir l'occasion pour une reprise de contrôle politique de la conduite de nos politiques budgétaires? Madame la ministre. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur Laurent, s'il y avait de l'austérité en France, cela se saurait. Nous n'avons jamais diminué les dépenses publiques, nous avons diminué leur croissance. L'austérité, allez en Grèce, allez en Espagne, allez au Portugal, vous pourrez parler d'austérité. Je ne laisserai pas dire que la France a connu une politique d'austérité. Les règles des 3%, elles ne sont pas imposées par Bruxelles. Nous avons choisi de les respecter et nous avons choisi de nous préoccuper de ce que la dette ferait peser sur nos enfants et sur nos petits-enfants, c'est-à-dire notre difficulté à faire des choix et notre facilité à les reporter sur les générations futures. Si le déficit et la dette faisaient de la croissance et de l'emploi en Europe, l'Italie et la France seraient les championnes d'Europe. La croissance, le plein emploi, aujourd'hui, vous les trouvez dans les pays européens qui ont le plus petit déficit. Est-ce une raison pour considérer que face à une crise sociale, il ne faut pas prendre des mesures d'urgence? Et doit-on lire les critères européens comme nous empêchant de les prendre? Nullement. C'est la raison pour laquelle le président a annoncé un certain nombre de mesures, qu'il a été en situation vendredi dernier d'en parler au Conseil européen et qu'il a très clairement dit qu'être un véritable Européen, c'était être à l'écoute des peuples et faire en sorte que l'Union européenne soit à l'écoute des peuples. C'est d'ailleurs de cette manière-là qu'a réagi la Commission européenne, de la même manière qu'elle est en dialogue avec l'Italie pour réfléchir au projet de budget italien avec une préoccupation majeure qui est celle de l'ampleur de la dette italienne. Je ne vois donc aucune contradiction entre la nécessité de nous fixer des règles et de ne pas hypothéquer l'avenir et la possibilité, la flexibilité qui nous est donnée de répondre en urgence à des situations sociales particulières. Merci. La parole est maintenant au président Jean Bizet, dont vous avez dépassé votre temps de 15 secondes. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi, Madame la Ministre, de revenir sur une des annonces que vous avez pu faire tout à l'heure en ce qui concerne le budget de l'Union européenne. Si je me réjouis de la création de ce fonds de résolution unique, si vous voulez, qui commence à être particulièrement doté, si je me réjouis également de l'évolution du mécanisme européen de stabilité, si je suis encore, je dirais, un peu interrogatif sur l'union bancaire, qui mérite encore quelques progrès, je vois qu'en ce qui concerne le budget de l'Union, appelons plutôt cela un budget d'investissement, un fonds d'investissement, je pense que véritablement ça va dans le bon sens et ça devrait corriger l'erreur initiale, c'est-à-dire que lorsque nous avons créé l'union monétaire, l'union économique et monétaire, nous n'avions pas, je dirais, créé ce budget de l'Union européenne. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques précisions supplémentaires concernant
le concept même, le périmètre même, voire, si je puis dire, les relations avec le Parlement sur ce budget de l'Union européenne. Et ce sera peut-être l'occasion d'entendre davantage la France exprimer, si je puis dire, son souhait de passer en matière budgétaire, vous l'avez évoqué tout à l'heure, à la règle de l'unanimité. Ça a été clairement évoqué par le président Juncker lors du discours sur l'état de l'Union le 14 novembre. Mais si nous n'évoluons pas en la matière, nous serons dans des formes de paralysie auxquelles, si je puis dire, l'Union européenne ne peut pas continuer de vivre ainsi. Madame la ministre. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président Bizet, tout d'abord pour réagir à votre dernière remarque sur la règle de l'unanimité. À l'évidence, nous le voyons sur la taxe sur les GAFA, nous le voyons sur les sujets fiscaux et sur les sujets de convergence fiscale. Cette règle de l'unanimité nous fragilise aujourd'hui et nous poussons en faveur d'une conditionnalité du versement des fonds européens à une forme de convergence fiscale. Autant dire que nous sommes pionniers, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous sommes encore isolés sur cette position et que je crois indispensable de continuer à la défendre parce qu'aujourd'hui nous n'avons pas véritablement de politique fiscale européenne, je dirais, convergente. C'est le travail que nous faisons aujourd'hui avec l'Allemagne, par exemple sur l'assiette de l'impôt sur les sociétés, pour essayer de contourner cette règle de l'unanimité, faire en sorte que France et Allemagne se mettent d'accord sur une assiette commune pour espérer que, je dirais, par tache d'huile, d'autres États nous rejoignent. S'agissant du budget de la zone euro, c'est évidemment un premier pas. Il sera contenu dans le cadre financier pluriannuel 2021-2027. Ça a été dit et je partage l'appréciation qui a été portée par vous-même comme par le vice-président Husson. C'est un pas qui me paraît encore insuffisant, mais quand un sujet n'est pas mûr, autant avancer autant qu'on le peut et petit à petit convaincre nos partenaires d'aller plus loin. Sur la proposition de budget de la zone euro, puisque c'est une proposition franco-allemande, Bruno Le Maire et Olaf Scholz ont présenté une contribution commune qui précise le fonctionnement du futur budget de la zone euro et qui permet de concrétiser l'engagement qui avait été pris depuis Meseberg. Sur le fond, cette contribution permet de clarifier à la fois l'architecture et les principes du budget. C'est essentiel parce que ça permet de répondre à beaucoup de questions qui étaient restées ouvertes, notamment l'articulation avec le budget de l'Union européenne, qui était au cœur des préoccupations des États membres, et ce sera donc bien un budget dans le cadre financier pluriannuel. Mais il faudra une gouvernance à 19, c'est essentiel pour nous, et elle se matérialisera donc par un accord intergouvernemental. Les décisions stratégiques seront prises par les 19 chefs d'État et de gouvernement en sommet zone euro et mises en musique par les ministres des Finances de la zone euro, donc par l'Eurogroupe. Les ressources proviendront à la fois de contributions nationales, de l'affectation de recettes fiscales et de ressources européennes. L'argent peut à ce titre venir de la taxe sur les transactions financières, par exemple. Nous avons cette taxe en France et nous pourrions la consacrer au budget de la zone euro. Monsieur le Président. Merci Madame la Ministre pour ces précisions. Permettez-moi deux remarques et une suggestion, à savoir que dans l'exercice auquel vous et nous allons être dans les temps qui viennent contraints, à savoir d'éviter la verticalité des décisions, je vous souhaiterais, si je puis dire, d'aborder désormais ces projets d'investissement qui doivent nous permettre de réenchanter l'Europe, peut-être dans le même sens, si vous voulez, que sur le semestre européen, au travers de ce qu'on appelle la conférence article 13, et d'inviter les parlements à participer justement à ces opérations, si je puis dire, d'investissement qui doivent redonner convergence à nos économies, parce qu'effectivement, aujourd'hui, entre les deux principaux États membres de l'Union, entre la France et l'Allemagne, les convergences vont croissantes et nous ne pourrons pas avoir d'équilibre de l'Union européenne si nous n'avons pas justement cet effort de reconvergence. Inviter les parlements type conférence article 13 et pourquoi pas toujours à Strasbourg, en faire précisément le siège de nos réunions sur ce point, au minimum 2 fois par an. Merci. Merci.
La parole est à notre collègue Jean-Pierre Moga pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Le Conseil européen s'est penché la semaine dernière sur les propositions de la Commission pour le prochain cadre financier pluriannuel qui couvrira la période 2021-2027. L'élaboration de ce budget est particulièrement périlleuse alors que le départ du Royaume-Uni, contributeur net, privera le budget européen de plusieurs milliards d'euros chaque année, quand dans le même temps, les défis auxquels est confrontée l'Union européenne se multiplient. Le cadre financier apparaît cependant globalement en hausse et nous saluons cette montée en puissance qui, nous l'espérons, permettra de renforcer l'efficacité et la présence des politiques communautaires. Mais à y regarder de plus près, il y a des éléments de ce budget dont nous ne pouvons nous satisfaire. En effet, la Commission envisage une réduction de près de 5% du budget dédié à la politique agricole commune et de près de 6% de celui abondant la politique de cohésion. Si nous rejoignons la Commission dans l'identification de nouvelles priorités pour l'action européenne, la défense, la sécurité, ma collègue Nathalie Goulet vient de le rappeler, le climat, les migrations, celles-ci ne doivent pas être mises en œuvre au détriment des politiques existantes et efficaces auxquelles nos citoyens ou nos concitoyens sont très attachés. N'oublions pas que la PAC et la politique de cohésion sont souvent les seuls éléments tangibles des bienfaits de l'Union européenne dans nos territoires ruraux. Madame la Ministre, pouvez-vous donc nous assurer que le gouvernement saura préserver les aides aux agriculteurs et au développement local, fondation nécessaire à la poursuite de la construction d'une Europe solide? Je vous remercie. Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur Voga. Oui, je peux vous rassurer puisque la position de la France consiste à la fois à porter les nouvelles priorités, défense, sécurité, gestion des flux migratoires, mais aussi jeunesse et innovation, si je devais résumer les têtes de chapitre, mais certainement pas à sacrifier les politiques traditionnelles. Je l'ai dit sur la PAC et nous nous sommes mobilisés et nous avons mobilisé un très grand nombre d'autres États membres dans la défense de la politique agricole commune, qui n'est pas une politique dépassée, mais qui est une politique qui répond à des enjeux particulièrement actuels de transformation de l'agriculture, d'autonomie alimentaire et de capacité à exporter sur des marchés tiers où nos produits agricoles sont recherchés. Donc nous serons présents et déterminés à défendre la politique agricole commune, qu'il s'agisse du premier pilier qui ne peut venir que d'un financement communautaire ou qu'il s'agisse du deuxième pilier. Nous sommes également attentifs à une part environnementale plus forte sur la politique agricole commune que dans le cadre financier pluriannuel actuel. S'agissant de la politique de cohésion, je voudrais doublement vous rassurer. D'abord parce que la Commission a proposé un budget en hausse pour le FEDER. La baisse, telle qu'on la constate, elle concerne le budget du Fonds de cohésion qui est destiné aux États membres les moins riches de l'Union européenne et donc qui ne nous concerne pas. En revanche, la Commission a proposé un élargissement de la catégorie des régions en transition, ce qui va concerner la grande majorité des régions françaises. Et je dirais, bon an, mal an, la France se sort bien de la proposition de la Commission en matière de politique de cohésion. Alors, bien sûr, après, il faut entrer dans les détails sur la simplification qui est plutôt bienvenue. Ensuite, sur l'attribution de certains fonds, nous sommes très attentifs et en dialogue avec la Commission et avec nos partenaires, mais nous serons très attentifs à ce que ces fonds européens qui sont essentiels au développement de nos territoires ruraux, je dirais aussi territoires ultramarins, soient préservés dans le prochain cadre financier pluriannuel. Monsieur Moga. Merci Madame la Ministre. Je prends acte de votre réponse, mais permettez-moi de réinsister. Nos territoires, le monde agricole sont aujourd'hui en grande souffrance, en grande difficulté et en pleine mutation avec des challenges à relever liés au climat, au développement durable, à la compétitivité. Soutenir le volet agricole est indispensable, comme de soutenir les territoires. Une réduction des budgets liés à ces politiques serait inacceptable
à la fois pour, encore une fois, les habitants de nos territoires, elle serait aussi catastrophique pour nos agriculteurs et notre agriculture. Merci. La parole est à notre collègue Rachid Temal pour le groupe socialiste et républicain. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Dans un peu moins de 100 jours, la Grande-Bretagne quittera l'Union européenne. Et je partage les propos du président Cambon, qui évoquait d'ailleurs une tragédie à la fois pour l'Union européenne, mais également pour les Britanniques. Et la situation de blocage outre-Manche, faute de majorité à la Chambre des communes, où même certains évoquent dorénavant un second référendum ou une situation de crise, inquiète très fortement, vous le savez, nos 300 000 compatriotes installés outre-Manche. En cas de retrait unilatéral de la Grande-Bretagne, ce qui est une hypothèse aujourd'hui plausible, qui redevient plausible, la communauté française, bien sûr, s'inquiète de son maintien, de ses conditions de vie, de séjour, de travail à Londres, au Royaume-Uni. Je rappelle que le compromis sur le maintien des droits du 19 mars dernier prévoyait justement qu'à la fin de la période de transition fixée au 31 décembre 2020, et vous l'avez rappelé, Madame la Ministre, nos concitoyens pourront vivre, travailler, étudier dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui, fort heureusement. Et vous savez également que l'association, notamment des ressortissants européens, s'inquiète de la capacité d'ailleurs du Royaume-Uni à pouvoir, dans les temps, faire l'ensemble des mesures, notamment le recensement. Et donc, si vous avez prévu de prendre des ordonnances, ce qu'on peut comprendre dans ce cas-là, puisque effectivement nous sommes face à une période compliquée et qu'il faut agir rapidement, pourriez-vous définir, nous rappeler les priorités qui ont été les vôtres, et plus concrètement, notamment sur le renforcement des moyens des consulats, en sachant que d'ailleurs, par ailleurs, dans le budget 2009, il y a une baisse conséquente des moyens attribués aux opérations de consulat. Et puis aussi nous indiquer, vous avez commencé tout à l'heure sur les éléments sur les flux de marchandises, parce qu'on sait bien qu'il y a également des conséquences pour le commerce entre les deux parties de la Manche, et notamment sur les territoires français. Merci. Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur Temal. Effectivement, les risques d'un Brexit sans accord sont présents. Je ne suis pas là pour commenter la politique intérieure britannique, mais le niveau d'incertitude dans lequel nous nous trouvons à cette date en décembre nous incite évidemment à nous préparer aux conséquences d'un Brexit sans accord. C'est ce que nous faisons par le projet de loi d'habilitation que nous vous avons soumis. Alors, il y a les mesures nationales que nous pouvons prendre directement, d'abord au bénéfice des Britanniques qui résident sur notre sol et que nous souhaitons continuer à voir vivre, travailler et étudier dans des conditions comparables aux conditions actuelles. Nous avons aussi des mesures nationales destinées aux Français qui reviendraient du Royaume-Uni et dont il est essentiel que leurs diplômes, leurs qualifications professionnelles, leurs années d'exercice professionnel continuent à être pleinement reconnus au cas où ils reviendraient en France. Cela nous revient. Revient au Royaume-Uni d'assurer à nos compatriotes et plus largement à l'ensemble des Européens des conditions de séjour, de travail et d'études au Royaume-Uni comparables à celles que le Royaume-Uni avait acceptées dans l'accord de retrait. C'est naturellement déjà l'objet de discussions politiques que nous avons avec nos partenaires britanniques. Je me suis moi-même rendue à Londres au mois de septembre pour m'assurer de cette volonté politique de nos partenaires britanniques, qu'ils l'ont exprimée, mais nous sommes également attentifs aux détails des mesures qui seront assurées pour les ressortissants européens. C'est la raison pour laquelle, dans le projet de loi d'habilitation que nous vous avons présenté, nous parlons de la nécessité de réciprocité entre ce que nous accepterons d'offrir aux partenaires britanniques vivant en France et ce qui sera offert aux ressortissants européens et notamment français vivant au Royaume-Uni. S'agissant de la fluidité du trafic de marchandises, nous avons déjà commencé à recruter des douaniers en nombre et des vétérinaires pour assurer à la fois l'effectivité des contrôles, mais aussi faire en sorte de ne pas porter atteinte à la fluidité du trafic. Et un coordonnateur national fait la liste des besoins en termes d'aires de stationnement, par exemple, et de construction d'infrastructures. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons la possibilité de déroger à un certain nombre de procédures pour pouvoir agir dans l'urgence, et je crois que c'est indispensable. Et je vous confirme qu'au niveau consulaire, notre consulat à Londres a recruté d'ores et déjà des effectifs supplémentaires, et s'il devait se confirmer l'hypothèse d'un Brexit sans accord, de nouveaux effectifs seraient prévus
en dépit de l'effort général demandé au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci. M. Thémal. Monsieur le Président, donc je prends note et je salue les mesures qui sont prises. Effectivement, il serait bon que la question du financement de ces mesures-là, notamment vous évoquez la possibilité d'infrastructures, soit permise par votre budget, puisque, encore une fois, comme vous l'avez dit, à ce jour, le budget est en baisse et c'est une chose qui peut nous inquiéter. Merci. La parole est maintenant à notre collègue André Reichardt pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je voudrais vous interroger sur le défi migratoire. Car en effet, comme l'a déjà dit tout à l'heure le Président de la Commission des Affaires européennes, Jean Bizet, on peut dire que les conclusions de ce Conseil européen sur ce plan sont plutôt modestes. Cela me semble, à titre personnel, d'autant plus regrettable que les chefs d'État et de gouvernement auraient pu tirer profit non seulement d'un contexte ayant évolué avec un retour des flux migratoires au niveau d'avant-crise, Jean Bizet le disait, mais aussi compte tenu des réels progrès enregistrés dans certains domaines en la matière. Je pense en particulier à la dimension extérieure de la politique migratoire avec l'abondement à hauteur de 500 millions d'euros du Fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique. Je pense aussi à l'institution d'une véritable agence européenne de l'asile à partir d'EASO. Je pense aussi au renforcement du mandat de Frontex au moment où il est crucial de mieux contrôler les frontières extérieures de l'Union en poursuivant l'objectif, à terme, d'une police européenne des frontières. En revanche, c'est la dimension interne de la politique migratoire qui est la cause du blocage observé et plus précisément des certains textes des deux paquets asile, la réforme du règlement de Dublin, vous en parliez vous-même, Madame la Ministre, et celle du règlement procédure, pourtant débattue depuis maintenant plus de 2 ans. La présidence autrichienne avait mis en avant le principe de solidarité, mais celui-ci a besoin d'être explicité. Sans doute conviendrait-il de rechercher les voies et moyens d'exemption avec des contreparties réelles, certes, au principe de relocalisation obligatoire, lequel offrirait alors davantage de flexibilité. La politique migratoire est un sujet majeur pour la lisibilité de l'action de l'Union européenne auprès de l'opinion publique. Dès lors, Madame la Ministre, quels sont les objectifs de la France dans les négociations à Bruxelles, en particulier sur l'adoption des paquets asile, et quelles perspectives pourriez-vous nous donner pour espérer avancer sur ce sujet ? Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur Reichardt, vous avez raison. En matière migratoire, des progrès incontestables ont été accomplis puisque aujourd'hui, la pression migratoire est beaucoup moins forte qu'elle ne l'était dans les années précédentes, même si elle est présente en Méditerranée occidentale depuis le Maroc vers l'Espagne. Et elle est latente, je dirais, par la route des Balkans qui n'est pas toujours aussi fermée qu'on veut bien le dire. Pour autant, la manière dont l'Union européenne a réussi à intervenir en soutien de nos partenaires au sud et à l'est fait qu'aujourd'hui, le soutien que nous apportons à la lutte contre les passeurs, par exemple, ou à l'amélioration du travail des gardes-côtes, par exemple, au Maroc, porte ses fruits et c'est un point positif. La dimension externe est quelque part la dimension la plus facile à traiter. Vous avez fait part également de progrès sur EASO ou sur Frontex. Vous avez raison, mais il faut malgré tout se méfier de certains parmi les États membres qui parfois préfèrent vivre du problème que de trouver des solutions et qui, après avoir dit oui à un élargissement à la fois du mandat et des effectifs de Frontex, se montrent aujourd'hui plus réservé, peut-être parce que la pression est moins forte, mais pourrait se réveiller demain à nous demander d'aller plus vite. C'est la raison pour laquelle nous poussons à accélérer l'élargissement à la fois des missions et des effectifs de l'Agence européenne de garde-côtes et de garde-frontières. La difficulté, elle se trouve sur le règlement de Dublin. Et c'est la raison pour laquelle la France, conjointement avec l'Allemagne, vient de faire une série de propositions, puisque nous avions regretté que la présidence autrichienne, finalement, se détourne de la dimension interne de la gestion des migrations. Les propositions franco-allemandes visent à continuer à confirmer le principe de solidarité obligatoire, mais avec des modalités variables d'expression de cette solidarité de la part des États membres.
variable, mais garantissant quand même qu'une masse critique d'États membres accepte les relocalisations, mais d'autres formes de solidarité sont également possibles, et de travailler également à une limitation de la durée de la responsabilité des pays de première entrée, peut-être à 8 ans, pour faire en sorte que à la fois cette responsabilité demeure, mais qu'elle ne reste pas ad vitam aeternam, ce qui évidemment pose un problème à des pays de première entrée qui sont en quelque sorte les victimes de leur géographie. Nous allons continuer à pousser pour faire en sorte que l'ensemble du paquet asile puisse trouver une conclusion, parce que même si 5 textes sur 7 sont déjà quasiment prêts, mettre en œuvre ces 5 textes et laisser de côté finalement le plus important, c'est perdre tout levier pour aboutir à une réforme du règlement de Dublin qui pourtant est indispensable. Merci. La parole est à notre collègue Yves Boulou pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Au Sénat, bien sûr, nous suivons attentivement les négociations sur le futur cadre financier pluriannuel pour les années 2021-2027. Je note aujourd'hui 3 choses. La première, la position constante, fermement affirmée du gouvernement contre la baisse du financement de la PAC, la politique agricole commune, qui sera l'essentiel de mon propos. La deuxième chose, c'est la volonté de la Commission européenne, pour reprendre ces mots, je cite, de moderniser ces piliers essentiels du budget européen. Autrement dit, sauf mauvaise interprétation de ma part, en réduire le financement. La troisième, quelques États, les Pays-Bas en tête, soutiennent la baisse des fonds de la PAC. Ce sont ces mêmes pays qui s'opposaient notamment aux propositions du président français d'un budget de la zone euro. Or, dans le cadre de la réunion du Conseil européen de la semaine dernière, les dirigeants se seraient entendus sur la création d'un instrument budgétaire pour les 19 États de la zone euro. Madame la Ministre, le gouvernement français est-il en mesure de voir partager ses ambitions dans les négociations en cours et à venir, c'est-à-dire un budget de la PAC pour 2021-2027 égal en termes réels au budget de la PAC 2014-2020 ? Est-ce que l'entente des États sur le budget de la zone euro contraindrait la France à réduire ses ambitions pour le budget de la PAC ? Notre collègue Patrice Joly avait déposé un rapport d'information le 11 juillet 2018 sur ce sujet. Le financement de nouvelles priorités politiques et la réduction annoncée du financement de la PAC se traduiraient par des réductions de crédits à destination des territoires les plus fragiles. On ne peut pas oublier ces territoires et collectivités, ils sont au cœur du projet historique européen. C'est pourquoi, Madame la Ministre, je compléterai ma première question. Comment le gouvernement compte-t-il soutenir une meilleure prise en compte des territoires ruraux dans les négociations du prochain cadre financier pluriannuel, sans oublier les territoires non métropolitains de l'Union européenne, c'est-à-dire, dans le cas de la France, les départements et régions d'outre-mer. Merci, Madame la Ministre. Vous avez dépassé. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur Boulou, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire cet après-midi, notre attention est tout entière concentrée sur le maintien de la PAC à 27 dans le prochain budget européen. Je l'ai dit également, nous avons créé autour de nous une coalition substantielle, puisque ce sont 21 États membres. Et je dirais que les États qu'on appelle traditionnellement les amis de la cohésion se sont réunis récemment à Bratislava, et je voudrais relever devant vous que ceux qui défendent la cohésion défendent en même temps la politique agricole commune et ont bien cette lecture de politiques européennes au service des territoires. Nous allons donc poursuivre notre action. Vous avez décrit des Pays-Bas qui, effectivement, sont des partenaires parfois difficiles au sein de l'Union européenne, mais il est parfois aussi possible de les convaincre. En tout cas, moi, je passe beaucoup de temps avec ceux qui se qualifient, comme nous le sommes nous-mêmes, de contributeurs nets et qui regardent l'évolution du prochain budget avec, si vous me permettez l'expression, des oursins dans les poches. Mais l'Allemagne et la France sont également des contributeurs nets, le premier et le deuxième, et doivent pouvoir peser de tout leur poids pour que le prochain budget européen soit un budget ambitieux qui inclut également un instrument budgétaire pour la zone euro. Alors vous vous inquiétez, et je voudrais répondre à cette inquiétude,
du fait que quand la Commission parle de modernisation de la politique agricole commune, elle ne peut comprendre autre chose qu'une diminution des montants. Rendons-lui justice, elle a aussi travaillé à la simplification de la PAC, et c'est quelque chose que nous tous, et surtout les agriculteurs, appellent de leur vœu. Donc nous avons regardé avec attention ces progrès proposés par la Commission. Certains vont dans le bon sens. Pour autant, le fait de demander aujourd'hui des plans stratégiques nationaux en matière de politique agricole commune doit être regardé avec beaucoup d'attention. D'abord, prenons garde de ne pas en faire une usine à gaz extraordinairement complexe et détaillée. Prenons garde aussi d'éviter tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, ressemblerait à de la renationalisation de la politique agricole commune. Nous veillerons à éviter toutes les distorsions de concurrence. Et je le redis également devant vous, nous serons attentifs aux outils qui permettent de protéger nos territoires ultramarins, en particulier le POSEI, sur lequel nous avons débattu avec l'Espagne et le Portugal, qui, comme nous, sont très attentifs à cette dimension du prochain budget européen. Merci. La parole est à notre collègue Cyril Pellevat pour le groupe Les Républicains. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je tiens dans un premier temps à excuser notre collègue Pascal Alizard qui aurait dû poser cette question, mais il a été retenu. Le dernier Conseil européen a fait un point sur la question migratoire. Je note quelques avancées récentes, notamment pour intensifier la lutte contre les réseaux de passeurs. Nous ne pouvons nous satisfaire de voir des migrants réduits à l'état de marchandises par des criminels sans scrupules. Européen convaincu, j'ai vu cette crise prendre de l'importance et s'étendre. Ces années noires où l'action brouillonne de l'Europe a marqué les opinions publiques de nombreux États. Démagogues, populistes et autres marchands de solutions simplistes prospèrent sur ce terrain fertile. Je sais le potentiel désagrégateur pour l'Europe de la question migratoire. De fait, elle est déjà divisée en deux sur ce sujet. Nous ne pouvons plus compter sur la seule capacité de compréhension des Européens, ni sur la capacité d'absorption des sociétés. J'observe les inquiétudes des citoyens qui ont le sentiment que les choses se décident loin d'eux, promues par des administrations ne bénéficiant d'aucune légitimité et qui, pourtant, ne se privent pas de présenter le phénomène migratoire comme inéluctable et nécessairement bénéfique. Compte tenu de la situation mondiale tendue et malgré les mesures européennes qui se mettent en place, la détermination des candidats à l'immigration reste intacte. J'ai vu récemment, en plein désert dans la Corne de l'Afrique, des migrants avançant inexorablement vers les rivages de la Méditerranée. En complément des nécessaires coopérations avec les pays d'origine, de la prise en compte de critères objectifs pour l'accueil, il faut réaffirmer la primauté du droit et pas seulement à l'encontre des réseaux criminels de passeurs. Lorsque des personnes n'ont pas vocation à se maintenir sur le territoire de l'Union européenne, elles doivent être effectivement reconduites. C'est loin d'être le cas partout, si j'en juge par la situation française, où l'éloignement des étrangers en situation irrégulière ne fonctionne pas de manière satisfaisante. Il faut une volonté politique, je ne la vois pas clairement, et des moyens afférents qui font, semble-t-il, défaut. Ainsi que cela a été rappelé par le rapporteur lors des débats sur le volet immigration de la loi de finances pour 2019, l'effort est quasi nul depuis 4 ans sur les crédits dédiés à l'éloignement. Alors, Madame la Ministre, quelles initiatives la France prendra-t-elle en faveur d'une politique migratoire mieux organisée, accueil digne, traitement rapide des dossiers et exécution des décisions à l'encontre des déboutés? Merci. Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Pellevat, j'entends dans votre question à la fois une dimension européenne et une dimension nationale. Vous ne serez pas surpris que je réponde essentiellement sur la dimension européenne pour confirmer que, à la fois en matière d'action externe de l'Union européenne, des progrès substantiels ont été faits avec les pays d'origine et de transit des migrations, à la fois pour permettre le développement de projets qui vont vers la formation et l'emploi des jeunes, en particulier en Afrique subsaharienne, pour permettre aussi d'aider la lutte contre les réseaux de passeurs de la part de ces pays qui s'aperçoivent chaque jour davantage que ces réseaux portent atteinte à l'autorité de l'État et donc qui sont aujourd'hui demandeurs de coopération pour que nous puissions lutter ensemble. Et les opérations de PSDC européennes permettent de contribuer à la lutte contre ces réseaux de passeurs avec une efficacité toujours plus grande. Et puis, s'agissant de l'accueil sur le territoire européen, nous faisons une claire distinction entre les demandeurs d'asile qui fuient des persécutions et qui fuient la guerre, qui doivent être
mieux accueillis, leur procédure plus rapide et leur intégration facilitée par des véritables efforts et notamment par un appui européen, et la nécessité de reconduire dans leur pays d'origine ceux qui utilisent à mauvais escient des procédures de demande d'asile pour procéder à des migrations irrégulières. Pour ce faire, il faut la coopération des pays d'origine pour que notamment les laissez-passer consulaires puissent être délivrés plus vite et en plus grand nombre. Nous commençons à progresser à titre bilatéral avec un certain nombre de pays d'origine et nous coordonnons davantage notre action au niveau européen pour que ces progrès soient effectifs, sans quoi nous sommes dans la difficulté de ne pas pouvoir reconduire vers leur pays d'origine les migrants illégaux déboutés. Nous avons également demandé que Frontex puisse participer davantage au retour vers les pays d'origine, et c'est l'un des aspects de l'élargissement des missions de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes que de pouvoir accompagner les retours des migrants illégaux dans leur pays d'origine. Merci. Droit de réplique ? Non, il y a une nouvelle question. Nouvelle question, Monsieur Cyril Pellevat pour le groupe Les Républicains pour une durée de 2 minutes. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Mes chers collègues, lors de sa réunion des 13 et 14 décembre, le Conseil européen a souligné que le marché unique devait évoluer de manière intégrée à intégrer pleinement la transformation numérique, y compris l'intelligence artificielle. Ma question portera sur ce secteur qui constitue le prochain grand enjeu technologique de notre planète. En juin, la Commission européenne avait proposé d'investir 9,2 milliards d'euros dans le tout premier programme numérique de l'Union, afin d'aligner le prochain budget à long terme de l'Union européenne pour la période 2021-2027 sur les défis croissants qui se posent dans le domaine numérique. 5 domaines ont été clairement identifiés, dont l'intelligence artificielle. Début décembre, la Commission européenne a présenté un plan coordonné élaboré avec les États membres pour favoriser le développement et l'utilisation de l'intelligence artificielle en Europe. Et Bruxelles a indiqué vouloir investir 1,5 milliard d'euros d'ici à 2020 pour renforcer les investissements dans ce secteur. Avez-vous des informations à nous apporter sur la façon dont la Commission va procéder ? Nous le savons, l'intelligence artificielle sera utile dans les secteurs de la santé, des transports, de la sécurité, de l'agriculture et dans la lutte contre le changement climatique notamment. Alors qu'en 2015, le marché de l'intelligence artificielle pesait 200 millions de dollars, on estime qu'en 2025, il s'élèvera à près de 90 milliards de dollars. L'Union européenne, en retard dans ce domaine face à la Chine et aux États-Unis, doit rester dans la course. Et cela a été rappelé par le président Bizet. En développant l'intelligence artificielle, nous devons veiller à un aspect, l'éthique. La Commission européenne s'attache à fixer des lignes directrices en matière d'éthique et nous ne pouvons qu'y être favorables. Il y a quelques jours, le Conseil de l'Europe, plus précisément la Commission européenne pour l'efficacité de la justice du Conseil de l'Europe, a adopté la première charte éthique européenne d'utilisation de l'intelligence artificielle dans les systèmes judiciaires. La charte fournit un cadre de principes destiné à guider les décideurs politiques, les juristes et professionnels de la justice dans la gestion du développement rapide de l'IA dans les processus judiciaires nationaux. Je me félicite de l'adoption de cette charte. Nous devons veiller à une intelligence artificielle éthique et responsable pour les droits de l'homme. Cependant, nous savons que les 2 grands pays leaders actuels de l'intelligence artificielle, la Chine et les États-Unis, n'ont pas la même vision éthique que l'Union européenne. Ainsi, pensez-vous qu'il serait envisageable de définir un cadre éthique et juridique international et non juste européen ? Je vous remercie. Merci. Merci Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Pellevat, effectivement, en matière de marché unique, il y a urgence à ce que l'Union européenne s'organise pour pouvoir financer la recherche nécessaire en matière d'intelligence artificielle pour ne pas rater cette nouvelle révolution technologique, sachant que nous en avons raté d'autres. C'est la raison pour laquelle nous avons plaider en faveur d'une agence pour l'innovation disruptive au niveau de l'Union européenne, et notre plaidoirie a été entendue puisque dans le prochain budget européen, le Conseil européen à l'innovation, qui est poussé par l'actuel commissaire à la recherche, a vocation à pouvoir financer massivement des projets, notamment en matière d'intelligence artificielle. Je me suis rendue il y a quelques semaines à Bruxelles pour
faire la publicité de nos idées avec Cédric Villani, et nous avons rencontré les interlocuteurs de la Commission, mais aussi un certain nombre d'autres acteurs présents sur ce sujet dans les institutions européennes. Alors, vous l'avez dit, un plan coordonné avec 1,5 milliard d'euros d'ici 2020, et ensuite la négociation est en cours, mais elle est bien avancée sur les crédits de la recherche dans le prochain budget européen. Vous l'avez aussi parfaitement dit, ce que l'Union européenne veut mettre en avant, c'est une intelligence artificielle éthique, loin de la manière dont le sujet peut être abordé à la fois aux États-Unis et en Chine. Bien sûr, il faut pouvoir plaider pour une forme de gouvernance mondiale où chacun respecterait les mêmes principes éthiques. Je dirais, commençons déjà par pouvoir peser dans la conversation mondiale par des principes mis en place au niveau européen. Et là-dessus aussi, la réflexion est en cours. Elle s'appuie sur une contribution très active de la France sur un sujet où nous voulons à la fois être à la pointe de l'innovation et à la pointe de la régulation. Merci Madame la Ministre. La parole est maintenant à Monsieur Jean Bizet, président de la Commission des Affaires européennes, pour une durée de 5 minutes et en conclusion de ce débat. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, permettez-moi de vous remercier d'avoir participé à ce débat interactif en répondant à l'ensemble de nos collègues. Permettez-moi 2 réflexions. La première sur la politique de l'Union européenne, qui relève, si je puis dire, d'une politique des petits pas. C'est par définition ainsi qu'on la caractérise. C'est vrai en ce qui concerne, si vous voulez, l'Union économique et monétaire, c'est vrai en ce qui concerne le budget d'investissement, mais ce sont des pas décisifs. C'est vrai aussi en ce qui concerne la règle de l'unanimité, mais ce n'est pas facile de faire évoluer nos collègues en la matière. Nous avons des rapports extrêmement, je dirais, constructifs avec le Sénat néerlandais, et nous l'évoquons régulièrement. Mais c'est aussi vrai que la crédibilité de la France, et ça ne date pas d'hier, mettons d'avant-hier, eh bien, elle n'est pas, si je puis dire, d'une énorme dimension dès que l'on aborde les problématiques financières, je dois le rappeler. Et dans quelque temps, nous risquons d'avoir un déficit qui dépasse les 3%. Il faudra là aussi, vis-à-vis de nos partenaires, expliquer pourquoi nous avons été encore une fois en dépassement. Et j'espère que ce ne sera qu'au cours de l'année 2019, parce que 2 années de suite et nous rentrerons à nouveau dans une procédure, si je puis dire, pour déficit excessif. Mais l'Europe, ce n'est pas uniquement la politique des petits pas, ça doit être aussi la politique des grandes décisions et des mutations. Je ne pensais pas évoquer ce problème, mais j'ai vu, ou plus exactement, j'ai entendu un certain nombre de collègues évoquer la politique agricole commune. Donc j'ai noté, Madame la Ministre, que vous aviez bon espoir de maintenir, si je puis dire, la ligne budgétaire à euro constant, sans cruauté. Je vous rappellerai que malgré tout, en euros courants, pardon, mais en euros constants, ça nous fera, si je puis dire, du moins 12% minimum. Mais la problématique, elle est au-delà de la problématique financière. Je vois très bien, si vous voulez, que, je le regrette, mais on l'avait dénoncé au Sénat, on avait alerté le gouvernement sur ce point. Nous craignons qu'en février, nous assistions à un échec, si je puis dire, du concept de la loi Egalim. Pourquoi ? Parce que, en matière agricole, la politique agricole ou la fixation des prix ne relève pas, comme dans les autres secteurs d'activité, de l'économie de marché au sens où on l'entend. Parce qu'un coût de production, si je puis dire, en agriculture, il est différent entre différents modèles d'agriculteurs, entre différents modèles d'agriculture et entre différents agriculteurs. Donc, un échec annoncé, si je puis dire, de la loi Egalim nous remettra en grande difficulté sur le plan sociétal. Donc, moi, je ne saurais trop vous interpeller sur le fait, et le Sénat le fera, je dirais, de façon très concrète en février, janvier-février, il faudrait aborder la politique agricole commune sous un autre angle, qui n'est pas uniquement l'angle budgétaire, en retravaillant de mémoire, je crois que c'est l'article 32 et l'article 39 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, c'est-à-dire d'avoir au niveau
de la DG Agri avoir un partenariat très fort avec la DG de l'autorité de la concurrence. Pour la bonne raison, c'est que au lendemain du traité de Rome, quand pour diminuer le prix du panier de la ménagère, on avait imaginé qu'il fallait favoriser le regroupement, je dirais, de la demande, mais pas le regroupement de l'offre, 50 ans après, un demi-siècle après, vous voyez les dérives qui s'en sont suivies. Donc, si vous voulez, nous l'avons rappelé dans un certain nombre de résolutions. Et je regrette, nous l'avons redit au commissaire Moscovici la semaine dernière, il n'est pas pris compte des résolutions je crois que c'était le 7 septembre 2017 et le 6 juin 2018, qui sont allés carrément à l'encontre des propositions du Sénat en la matière. Donc voilà, la problématique de la politique agricole commune sera, je le crains, au cœur de nos grandes inquiétudes sociétales de février prochain. J'aimerais qu'on aborde le problème, bien sûr sur le plan budgétaire, je me répète encore une fois, mais aussi sous l'angle de l'autorité de la concurrence. L'Europe, c'est les petits pas, mais c'est aussi les grandes mutations. Et l'autorité de la concurrence, eh bien, elle doit vivre avec le XXIe siècle. On a parlé de l'intelligence artificielle. Remettons, si je puis dire, ce dossier véritablement à l'ordre du jour, car nous aurons malgré tout, je le crains malheureusement, de grandes déconvenues. Je vous remercie. Voilà pour ce débat qui s'est tenu dans l'hémicycle du Sénat hier. Un débat notamment consacré au Brexit à la suite du Conseil européen des 13 et 14 décembre. Bien que l'idée d'un nouveau référendum soit aujourd'hui de plus en plus tangible, beaucoup de sénateurs ont jugé que l'on se dirigeait vers un Brexit dur, un no deal, c'est-à-dire une véritable inconnue pour l'Union européenne. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.